Je m'appelle David Jacques, je suis guitariste, professeur au niveau collégial et universitaire et collectionneur de guitares anciennes. Quand j'étais petit, j'aimais bien collectionner les choses anciennes, les vieilles cartes de sport, la monnaie, les fossiles, les roches, car j'avais l'impression de toucher une époque que je n'avais pas vécue moi-même. C'est un peu ce qui m'a amené à aimer la musique ancienne. C'est l'idée d'interpréter de la musique d'un autre temps. Ça évoque chez moi des rêves, ça m'aide à visualiser la musique que je choisis de jouer en tant qu'interprète. Aujourd'hui, je vais vous parler de la guitare à l'époque de la Nouvelle-France. Cette guitare qu'on nomme de nos jours la guitare baroque, car c'est le modèle de guitare qui était présent au 17e et 18e siècle. On sait que Louis XIV était un passionné de guitare. Il en jouait lui-même. Cette préférence lui vient de sa mère, la reine Anne d'Autriche, qui était espagnole et qui jouait la guitare. L'engouement pour l'instrument à cette époque a évidemment favorisé le développement du répertoire, mais aussi de la lutherie. On dit que Louis XIV faisait venir Robert de Visé, son guitariste préféré, pour lui jouer toutes sortes d'airs à l'heure de son coucher. C'est aussi Visé qui lui donnait des cours de guitare. L'accord de la guitare à cette époque diffère un peu d'une région à l'autre, mais essentiellement, elle possède 5 cordes doubles, ce qu'on appelle des chœurs. La première corde, la plus aiguë, est rarement doublée. Quoi qu'il en soit, cet accord en particulier favorise un jeu en campanelle, c'est-à-dire des petits effets de harpe. Je vous donne un exemple tiré d'un manuscrit trouvé aux États-Unis. C'est une pièce qui s'appelle Black Jack, et vous allez voir, je ne joue presque pas avec la main gauche dans cet extrait. La première chose qui saute aux yeux quand on tient une guitare baroque, c'est évidemment sa petite taille. Parce qu'en effet, si on la compare aux guitares modernes, elles sont beaucoup plus petites. Les guitares baroques sont le fruit de l'évolution de la guiterne, qui est une petite guitare à l'époque de la Renaissance, qui est encore plus petite et qui était montée avec 4 cordes doublées. Sa taille est encore plus petite que la guitare baroque, donc c'est cette petite taille qui permettait de la tenir aisément tout en jouant debout. C'est encore le cas aujourd'hui avec la guitare baroque. On peut assez bien en jouer debout en la supportant avec nos mains, mais évidemment, l'arrivée de la bandoulière, ça permet de libérer les mains et de jouer plus librement. Les guitaristes avaient souvent à jouer debout lors de ballets ou de théâtre musical. Il n'était pas rare qu'ils aient à se déplacer tout en jouant. Alors, pour amplifier le son aussi, on multipliait le nombre de joueurs sur scène. On voyait souvent 10, 20 ou 30 guitaristes jouer la même pièce sur la scène pour amplifier et donner plus de son, plus de volume.
Permettez-moi de vous présenter plus spécialement cette guitare, car c'est une des pièces les plus importantes de ma collection. Elle a été fabriquée à Paris par Alexandre Vauboham vers 1665. On ne possède pas beaucoup d'informations sur leur généalogie, mais on les retrouve à Paris au 17e et 18e siècle. Ils sont les plus importants fabricants de guitares à cette époque, et spécialement à la cour de Louis XIV. Assez peu de guitares construites par les Vauboham nous sont parvenues. Une des raisons, c'est l'évolution de la guitare elle-même. Lorsqu'on a commencé à construire des guitares à 6 cordes simples, donc beaucoup plus tard dans l'histoire, beaucoup de guitares baroques ont été transformées en 6 cordes ou même d'autres instruments. Puisque la guitare baroque était désuète, plus à la mode, on a simplement utilisé ces guitares-là pour en faire une version améliorée, une version moderne. La dendrochronologie effectuée sur cette guitare révèle que l'arme qui a été utilisée pour construire la table d'harmonie a été coupée en 1657, lorsqu'on sait que les luthiers de l'époque gardaient à sécher le bois pendant 8 à 10 ans. Ça nous donne une année approximative de construction en 1665. Les matériaux utilisés pour la construction de ces guitares sont traditionnellement un bois mou pour la table d'harmonie et un choix de bois dur pour les côtés et le dos. Le système de mécanique pour accorder l'instrument n'existait pas encore. On utilise un système plus archaïque qui sont des clés en bois, semblables à celles d'un violon. À l'intérieur, il y a tout un système de barrages qui sont collés à la table d'harmonie ou au dos et qui servent essentiellement à renforcer des régions plus délicates. C'est la même chose pour le pont qu'on a ici stylisé, mais à l'origine, c'était aussi pour renforcer une région plus délicate de l'instrument. Les cordes sont attachées au pont par un nœud. Les matériaux utilisés pour fabriquer ces cordes sont souvent des boyaux d'animaux. Au tournant du 19e siècle, on commence à fabriquer des cordes en métal, ce qui transforme un peu la manière de construire les guitares, notamment les tables d'harmonie, parce qu'il y a beaucoup de tension, beaucoup plus de tension sur une corde en métal que sur un boyau. Alors, on commence à plier les tables d'harmonie, on commence à essayer de renforcer l'instrument pour pouvoir accueillir ces cordes en métal. L'utilisation des cordes en nylon débutera simplement au début du 20e siècle, donc beaucoup plus tard. Cette guitare aurait été fabriquée pour Mauro Giuliani vers 1808 à Naples. C'est un très bel exemple des premières guitares battantes avec des cordes de métal. Le système de notation musicale le plus répandu à cette époque pour l'ensemble des instruments à cordes pincées est celui des tablatures. Cette représentation graphique de l'emplacement des doigts permet à un plus grand nombre de pouvoir jouer des instruments à cordes pincées. Pas besoin de lire la musique, il suffit de comprendre le système de notation des tablatures pour pouvoir jouer sans connaître toutes les subtilités de la musique écrite de l'époque. Il existe alors deux systèmes dominants, la tablature française, plus répandue dans les pays nordiques, qui s'écrit à l'aide des lettres de l'alphabet. Pour la tablature italienne, surtout utilisée dans les pays plus au sud,
Ici, c'est plutôt les chiffres qui indiquent la position graphique des doigts. Il y avait aussi un système de notation des accords, comparable à celui qu'on a en musique populaire de nos jours. On l'appelait l'alphabetto. Chaque lettre de l'alphabet représentait un accord qu'il suffisait d'apprendre par cœur pour pouvoir jouer ou accompagner les pièces de cette époque. À la différence du luth, les guitares de cette époque ont conservé un nombre restreint de cordes, limitant ainsi le nombre de basses. Le style de jeu favori est surtout la battue des accords, avec un doigt, plusieurs doigts, le pouce, avec des ongles, pas d'ongles. Il y a toujours eu ces chicanes de clocher, même à cette époque. La technique serait très difficile sur un instrument avec plus de cordes. C'est pour ça que la guitare a conservé un nombre assez restreint de cordes. Au 17e siècle, un compositeur important, Francesco Corbetta, a développé ce qu'on appelle le jeu mixte. C'est quoi le jeu mixte? Bien, comme son nom l'indique, il s'agit d'un mélange de passages joués en accords battus et des notes séparées. En France, les compositeurs s'inspirent de la suite de danses baroques, incluant l'allemande, la courante, la sarabande, la gavotte, la passacaille, etc. En Espagne, ce sont surtout des courtes phrases musicales basées sur un enchaînement d'accords et des rythmes caractéristiques sur lesquels on improvise, les musiciens improvisaient et composaient des variations. On peut y citer comme, par exemple, les folias, les jacaras, jota, marisapalos, espagnoletas. C'était des styles de pièces qu'on jouait à cette époque. En Italie, on trouve des corrantes, des arrangements d'airs populaires ou des canarios et d'autres pièces très connues d'époque qu'on arrange pour la guitare seule. Pour terminer cette émission, je vous propose un canario de Carlo Calvi.